believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? No, I'm not an idiot. I'm not stupid. I swear, just let me pass away. Si vous observez mon champ, il n'y a pas de mauvaises herbes. Hey, for the way that he has done to us. Ils savaient la vérité depuis le début. Pour nous, le Roundup induit les premières étapes qui conduisent au cancer. Ils ont menti. Ils ont caché la vérité à leurs voisins et aux autorités gouvernementales. Je n'ai jamais vu une société qui ait une influence aussi déterminante et à un niveau aussi élevé sur les autorités gouvernementales en charge de la réglementation que Monsanto. Quel est le point commun entre un épi de maïs, la guerre du Vietnam et des accusations de manipulation scientifique? À première vue, absolument rien. Et pourtant, ces trois éléments sont liés par une même entreprise. Une entreprise qui a commencé au début du XXe siècle comme simple fabricant de produits chimiques, avant de devenir un acteur central de l'agriculture mondiale. Une entreprise derrière l'un des herbicides les plus utilisés de la planète, mais aussi impliquée dans la production du terrible Agent Orange pendant la guerre du Vietnam, responsable de graves problèmes de santé. Cette entreprise, c'est Monsanto. Au fil du temps, Monsanto est devenu bien plus qu'une simple multinationale. Pour certains, c'est un symbole d'innovation capable d'augmenter les rendements agricoles et de nourrir une population mondiale croissante. Pour d'autres, c'est au contraire l'exemple même des dérives possibles de l'industrie moderne. Pollution massive, dépendance pour les agriculteurs et même influence sur la science et les décisions politiques. Alors, comment une entreprise a-t-elle pu concentrer autant de pouvoir et autant de polémiques? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec l'histoire de la très controversée entreprise Monsanto. Pour comprendre pourquoi Monsanto est aujourd'hui autant critiqué, il faut déjà revenir à ses débuts. L'entreprise est fondée en 1901 à Saint-Louis aux États-Unis. À l'époque, rien ne la destine vraiment à devenir un acteur majeur de l'agriculture mondiale. Monsanto est simplement une entreprise de chimie parmi d'autres. À ce moment-là, on parle d'une entreprise assez classique, loin de l'image qu'elle a aujourd'hui. Son premier produit, c'est la saccharine, un édulcorant artificiel, et assez rapidement, elle trouve des clients importants dans l'industrie alimentaire, notamment Coca-Cola. À ce moment-là, on est très loin des pesticides ou des OGM. Monsanto, c'est avant tout de la chimie industrielle classique. Au fil des décennies, l'entreprise se développe. Elle élargit progressivement ses activités et commence à partir des années 1920 à 1930 à produire de plus en plus de substances utilisées dans l'industrie. Plastique, fibres synthétiques, produits chimiques, elle devient petit à petit un acteur important de la chimie américaine. Après la Seconde Guerre mondiale, cette croissance s'accélère. Comme beaucoup d'entreprises de l'époque, Monsanto profite de l'essor industriel et technologique. C'est à ce moment-là qu'elle produit notamment les PCB, des substances chimiques utilisées pour isoler et protéger des équipements électriques. Sur le moment, ces produits sont considérés comme très utiles. Personne ne se doute de l'impact sanitaire et environnemental de ces substances. Mais ça, on y vient après. Et puis, à partir des années 1970, Monsanto amorce un virage majeur. L'entreprise commence à s'intéresser de plus en plus à l'agriculture, et ce changement va complètement transformer son activité. En 1974, elle lance un herbicide qui va devenir central dans son histoire, le glyphosate, commercialisé sous le nom de Roundup. Roundup herbicide by Monsanto. There's never been a herbicide like it before. Roundup, the herbicide that gets to the root of the problem. Au départ, c'est simplement un produit efficace pour éliminer les mauvaises herbes. Mais très vite, il connaît un succès énorme dans de nombreux pays. Il devient progressivement l'un des herbicides les plus utilisés au monde. Et ce succès va pousser Monsanto à aller encore plus loin. Dans les années 1980 et 1990, l'entreprise investit massivement dans les biotechnologies. Elle développe notamment les OGM, des plantes génétiquement modifiées dont certaines sont conçues pour résister au glyphosate. C'est ce qu'ils vont appeler les cultures Roundup Ready. L'idée est simple, permettre aux agriculteurs d'utiliser l'herbicide sans détruire leur culture. Mais derrière cette innovation, il y a aussi un changement important dans le modèle économique. Monsanto ne vend plus seulement un produit, elle propose un système complet qui combine semences et produits chimiques. Autrement dit, ce système simplifie le travail, mais il peut aussi enfermer les agriculteurs dans un modèle dont il est difficile de sortir. Pour renforcer cette stratégie, l'entreprise rachète plusieurs sociétés de semences. En quelques années, elle devient l'un des acteurs majeurs du marché mondial dans ce domaine. À ce stade, Monsanto n'est plus du tout une simple entreprise de chimie, c'est une multinationale de l'agriculture, avec une influence considérable sur les pratiques agricoles modernes. Au début des années 2010, elle est présente dans de nombreux pays et ses technologies sont utilisées à grande échelle.
Et puis, en 2018, un nouveau tournant intervient. Monsanto est racheté par le groupe allemand Bayer. On reviendra après sur l'histoire du rachat de Bayer. Bref, le nom Monsanto disparaît officiellement. Mais même si la marque n'existe plus en soi, ce qu'elle a construit, lui, est toujours là. Ses produits, ses technologies et surtout son modèle agricole continuent d'être utilisés aujourd'hui. Et c'est justement ce qui rend la suite particulièrement intéressante. Parce que derrière cette croissance rapide et ces innovations, il y a aussi toute une série de controverses qu'on va maintenant détailler. Quand on s'intéresse à l'histoire de Monsanto, on se rend vite compte que son développement s'accompagne presque en permanence de controverses. Ce qui est frappant, ce n'est pas seulement leur nombre, mais leur diversité et leur continuité dans le temps. On passe de la pollution industrielle à la guerre, puis à l'agriculture et à la santé publique, avec, à chaque fois, des débats qui dépassent largement le cadre de l'entreprise elle-même. L'un des premiers grands épisodes remonte au milieu du XXe siècle, avec la production du PCB. À l'époque, ces substances sont largement utilisées dans l'industrie, notamment pour leurs propriétés isolantes et leur stabilité chimique. Sur le papier, ce sont des produits extrêmement utiles, intégrés dans de nombreux équipements électriques et matériaux. Mais progressivement, la recherche scientifique met en évidence un problème majeur. Les PCB sont toxiques, persistants dans l'environnement, et ils s'accumulent dans les organismes vivants. Autrement dit, une fois libérés dans la nature, ils restent présents pendant des décennies, voire plus longtemps encore. Ce qui alimente la controverse, ce n'est pas seulement leur dangerosité, mais aussi ce que révèlent certains documents internes rendus publics plus tard. Dans plusieurs affaires judiciaires, notamment aux États-Unis, il apparaît que Monsanto avait connaissance de certains risques avant l'arrêt de leur production. L'exemple le plus souvent cité est celui de la ville d'Anniston, en Alabama, où une contamination importante a touché la population locale. C'est le canal de Snow Creek qui coule sur du ciment. Il partait de l'usine et déversait les PCB jusqu'ici. C'était de l'eau empoisonnée et ils ne l'ont dit à personne, sauf à l'État qui ne nous a rien dit. L'entreprise sera condamnée à verser des indemnisations importantes, et cet épisode devient alors l'un des premiers symboles d'un débat qui reviendra souvent par la suite. Jusqu'où une entreprise est-elle responsable des effets à long terme de ses produits ? Quelques années plus tard, dans un contexte totalement différent, Monsanto se retrouve associé à un autre épisode majeur, la guerre du Vietnam. Dans les années 1960, l'entreprise fait partie des fabricants de l'agent orange, un défoliant utilisé par l'armée américaine pour détruire la végétation. L'objectif est stratégique, priver les forces ennemies de couverture naturelle. Mais très vite, on voit les conséquences sanitaires et environnementales apparaître. L'agent orange contient de la dioxine, une substance extrêmement toxique. Des millions de litres sont dispersés, exposant à la fois des populations civiles et des militaires. Des décennies plus tard, on observe encore des effets, notamment des cancers et des malformations congénitales dans les zones touchées. Plusieurs d'entre eux sont pratiquement sourds. C'est l'une des multiples conséquences de l'utilisation de l'agent orange qui, 25 ans après la fin de la guerre du Vietnam, sème encore le malheur dans des milliers de familles. L'agent orange est à l'origine d'une dizaine de sortes de malformations. Parfois, les parents ne savent pas qu'ils ont été infectés, mais quand l'enfant vient au monde, la réalité est bien là. Alors, il faut préciser que Monsanto n'était pas la seule entreprise impliquée et que la production s'inscrivait dans le cadre de commandes gouvernementales. Mais cet épisode y renforce l'image d'une entreprise liée à des décisions aux conséquences sanitaires importantes. Et surtout, ici, on ne parle plus seulement de pollution ou de risques industriels, comme le PCB, on parle ici de décisions prises dans un contexte de guerre avec des conséquences très concrètes sur les populations. À partir des années 1970, les controverses se déplacent vers l'agriculture, avec le glyphosate et le Roundup. Monsanto ne propose pas seulement un produit, on l'a dit, mais un modèle qui va s'imposer à grande échelle. Et on l'a vu, ce modèle repose sur des cultures adaptées à cet herbicide. Sur le papier, tout est pensé pour être simple et efficace, mais en pratique, les critiques pointent autre chose. Un système où semences et produits chimiques sont étroitement liés. Et plus ce système se généralise, plus il devient difficile de faire autrement. Un débat autour du glyphosate prend une ampleur particulière dans les années 2010. En 2015, une agence de l'OMS classe la substance comme cancérogène probable. Mais d'autres organismes européens et américains estiment de leur côté que le glyphosate ne présente pas de risque cancérogène dans des conditions normales d'utilisation. Ce désaccord entre institutions scientifiques contribue à alimenter un débat très intense qui dépasse largement la seule question du glyphosate. Il touche à la confiance dans les autorités et à la place des pesticides dans l'agriculture, et plus largement au modèle agricole contemporain. Dans ce contexte, plusieurs affaires judiciaires vont encore accentuer la polémique.
À partir de 2018 aux États-Unis, des plaignants accusent Monsanto d'avoir contribué au développement de cancers, notamment des lymphomes, un type de cancer qui touche le système lymphatique. Tout cela via l'exposition au Roundup. Certains procès aboutissent à des condamnations et des indemnisations importantes, parfois de plusieurs dizaines de millions de dollars sont versés. Il est important de préciser que ces décisions judiciaires ne tranchent pas définitivement le débat scientifique. Par contre, elles reconnaissent des responsabilités dans des cas particuliers. Mais la question du lien de causalité à grande échelle reste débattue. L'impact médiatique est considérable, et Bayer finira par accepter de verser plusieurs milliards de dollars pour régler une grande partie des litiges. Et c'est dans le cadre de toutes ces procédures qui sont rendues publiques ce qu'on va appeler les Monsanto Papers. Il s'agit de documents internes qui donnent un aperçu du fonctionnement de l'entreprise, notamment en matière de communication scientifique et de gestion des critiques. Certains éléments alimentent les accusations de manque de transparence, voire d'influence sur certaines publications scientifiques. Ces révélations viennent renforcer une critique déjà présente depuis plusieurs années, celle du rôle du lobbying. Monsanto est régulièrement accusé d'avoir cherché à influencer les décisions réglementaires, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Cela inclut des relations étroites avec certaines institutions, mais aussi ce qu'on appelle des portes tournantes, c'est-à-dire des passages de personnes entre le secteur privé et les agences publiques. En gros, certaines personnes peuvent se retrouver à la fois du côté des entreprises et du côté de ceux qui doivent les encadrer. Et ça, vous imaginez bien, ça pose problème. À ce stade, le débat ne porte plus uniquement sur les produits eux-mêmes, mais sur le fonctionnement global du système, la manière dont les décisions sont prises, les liens entre science et industrie, et la capacité des institutions à rester indépendantes. Quand on prend un peu de recul, on se rend compte que les mêmes questions reviennent à chaque fois. Que ce soit avec les PCB, l'agent orange ou le glyphosate, on parle toujours des mêmes enjeux, les effets à long terme et la responsabilité. Et surtout, la confiance qu'on peut accorder à ceux qui évaluent ces risques. C'est pour ça que Monsanto dépasse largement le cadre d'une simple entreprise, mais plutôt d'un débat général. Aujourd'hui, quand on parle de Monsanto, il faut garder une chose en tête. Officiellement, l'entreprise n'existe plus, du moins sous ce nom. En 2018, elle est rachetée par le groupe allemand Bayer, comme on l'a dit, pour plus de 60 milliards de dollars. Très rapidement, le nom Monsanto disparaît. Bayer fait le choix de ne pas conserver cette marque, devenue bien sûr trop associée aux controverses. Mais dans les faits, et comme je l'ai dit avant, rien ne disparaît vraiment. Les produits, les brevets, les semences et surtout, le modèle agricole développé par Monsanto continue d'exister, simplement sous un autre nom. Autrement dit, le nom disparaît, mais tout le reste continue. Notamment à travers le glyphosate, qui est toujours commercialisé depuis des décennies sous le nom de Roundup. Aujourd'hui encore, le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde. À l'échelle globale, on parle près de 750 000 tonnes utilisées chaque année, principalement en agriculture. Si on compare avec l'ensemble des herbicides utilisés dans le monde, le glyphosate représente à lui seul environ 25 à 30% du marché des herbicides. Cette utilisation massive, elle s'explique en grande partie par son intégration dans les grandes cultures agricoles, notamment dans le soja, le maïs ou encore le coton. Et d'ailleurs, le glyphosate ne se limite pas à l'agriculture. On le retrouve aussi dans l'entretien des infrastructures, comme les routes ou les voies ferrées, et pendant longtemps utilisé par des particuliers. On le retrouve surtout dans les grands pays agricoles, notamment les États-Unis, le Brésil ou encore l'Argentine, qui sont parmi les plus gros utilisateurs de glyphosate au monde. Dans certains cas, son utilisation est même devenue quasi systématique. Par exemple, aux États-Unis, plus de 90% de certaines cultures, comme le soja ou le maïs, sont conçues pour tolérer le glyphosate. En pratique, dans ces systèmes agricoles, il est devenu maintenant difficile de produire sans y avoir recours. Et cette dépendance, elle ne concerne pas seulement le continent américain. En Europe aussi, le glyphosate reste largement utilisé, même si son usage est un peu plus encadré. En France, par exemple, il reste l'un des herbicides les plus utilisés, même si certaines restrictions ont été mises en place, notamment pour les particuliers et les espaces publics. Et c'est justement ce qui rend la suite intéressante. Malgré les critiques, son utilisation continue. En Europe, la situation est particulièrement révélatrice. Après plusieurs années de débats, l'Union européenne a décidé en 2023 de prolonger l'autorisation du glyphosate pour 10 années supplémentaires, soit jusqu'en 2033. Mais cette prolongation reste très contestée. Certains États membres s'y opposent et des ONG dénoncent un manque de précaution et le débat reste ouvert, notamment sur les effets à long terme et l'exposition chronique. Alors certes, en Europe, l'utilisation est plus encadrée qu'outre-Atlantique, mais ça ne veut pas dire qu'on s'en passe pour autant.
Les agriculteurs doivent souvent racheter leurs semences chaque année, utiliser des produits compatibles et se trouver, un peu malgré eux, dans un système dont il est parfois difficile de sortir. On peut aussi ajouter qu'aujourd'hui, quelques grandes entreprises, dont Bayer, contrôlent une part importante du marché mondial des semences et des pesticides. Et forcément, ça rend les choses plus compliquées pour ceux qui voudraient faire autrement. Sur le plan économique et juridique, l'héritage de Monsanto reste également très concret. Après le rachat, Bayer a dû faire face à des dizaines de milliers de plaintes liées au Roundup. Pour en régler une grande partie, l'entreprise a accepté de verser plus de 10 milliards de dollars, donc on ne parle pas de petites affaires isolées, mais de quelque chose de massif. Mais malgré ces milliards versés, le fonctionnement global n'a pas vraiment changé. L'entreprise continue de défendre ses produits, tout en adaptant sa stratégie pour limiter les risques juridiques. Mais au-delà des chiffres, l'héritage de Monsanto se voit surtout dans les débats actuels sur l'agriculture. Le modèle qu'elle a contribué à développer est aujourd'hui partout. Un modèle basé sur la technologie, la chimie et la recherche de rendement. Et ça c'est important parce qu'aujourd'hui, ce modèle est à la fois dominant, mais il est aussi de plus en plus contesté. D'un côté, il permet de produire énormément et de répondre à une demande mondiale qui continue d'augmenter. Mais de l'autre, il soulève pas mal de questions. Sur l'état des sols, sur la biodiversité, sur la dépendance des agriculteurs et plus largement sur la capacité de ce type d'agriculture à tenir sur le long terme. De la chimie industrielle avec les PCB, à la guerre du Vietnam avec l'agent orange, jusqu'à l'agriculture moderne avec le glyphosate. Son histoire traverse des domaines très différents, mais avec des questions qui reviennent à chaque fois. À chaque étape, on retrouve les mêmes débats. Les impacts sur la santé, sur l'environnement, et la manière dont ces décisions ont été prises. Aujourd'hui, même si le nom a disparu, ce qu'elle a construit est toujours là. Le glyphosate est encore utilisé à grande échelle, les pratiques agricoles qu'elle a contribué à développer restent largement dominantes et les alternatives, même si elles existent, ont encore du mal à s'imposer. Alors en pratique, on critique ce modèle, mais on continue largement à l'utiliser. Et c'est peut-être ça le point le plus intéressant. Parce que le débat ne porte plus seulement sur une entreprise ou sur un produit en particulier, en l'occurrence ici le Roundup, il porte sur un système bien plus large dont Monsanto a été l'un des acteurs clés. Un système efficace, mais dont les limites environnementales, économiques et potentiellement sanitaires sont de plus en plus visibles. Et au fond, la vraie question, c'est peut-être celle-ci. Continuer avec un modèle très performant ou accepter de revenir à quelque chose de plus simple, peut-être moins productif, mais plus durable sur le long terme.